Bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Le président Macky Sall est rentré à Dakar hier soir. Il vient de participer au sommet du G8 à Londres. Conseil interministériel sur la pêche hier. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de la rencontre présidée par le Premier ministre pour relancer le secteur. Enfin, la France se félicite de l'accord signé hier entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs. L'armée et l'administration malienne vont bientôt s'installer à Kidal pour y superviser les élections. Le chef de l'État est rentré hier soir à Dakar en provenance de Londres et de l'Irlande du Nord où il a pris part au sommet du G8 sur invitation des grands de ce monde. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour plaider la cause du Sénégal et de l'Afrique en ce qui concerne notamment le programme d'infrastructure du continent porté par le NEPAD. La fiscalité, le commerce et la lutte contre l'évasion fiscale étaient au cœur des échanges. Auparavant, le chef de l'État a participé à New York au Forum Africa à Libreville au Gabon. Le président de la République au micro de Pape Biram Biguendiaï. Le New York Forum Africa qui s'est tenu à Libreville est un cadre de dialogue entre les leaders politiques, les représentants du secteur privé, la jeunesse africaine et la société civile, ainsi qu'un certain nombre d'experts de haut niveau venus pour échanger avec les Africains. Et ceci pour promouvoir une image positive de l'Afrique et encourager les investissements directs étrangers sur le continent. Ça a été une rencontre très importante, mais que j'ai quitté malheureusement juste à l'ouverture pour pouvoir me permettre de me rendre à Londres. Le G8, quant à lui, réunit, comme vous le savez, les 8 premières puissances du monde annuellement. Il se retrouve autour de concertations sur des sujets d'intérêt majeur pour orienter l'action internationale dans les instances appropriées, telles que le G8, mais également dans d'autres sphères de coopération. Le pays hôte invite traditionnellement un certain nombre de dirigeants en fonction du sujet qui a été traité et sur lequel d'ailleurs depuis plusieurs mois nous avons travaillé avec le gouvernement britannique. Et cela nous a permis de prendre part à un forum pré-G8 le samedi à Londres avec quelques chefs d'État africains et aussi avec le gouvernement britannique pour discuter justement du contenu de ce que devait être la déclaration du G8. Déclaration qui a été adoptée après notre départ de l'Irlande du Nord. Et nous avons discuté d'une thématique autour de la fiscalité, autour du commerce équitable et également de l'évasion fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale. À la demande du Premier ministre Cameron, j'ai introduit un sujet sur le thème de la transparence dans les transactions foncières en partant des enjeux globaux du foncier en Afrique, puisque comme vous le savez, de plus en plus, si on y prend garde, l'Afrique risque de vendre ses terres à des multinationales, même à certains gouvernements étrangers qui veulent y développer des cultures céréalières et d'autres cultures. Et cela évidemment au détriment, si on y prend garde, de la population africaine. Oui, la terre doit être partagée en fonction des usages et selon des normes, et c'est tout le sens de la commission de la réforme foncière que j'ai mise en œuvre au Sénégal, mais il faudrait qu'il y ait une régulation qui défende les intérêts des uns et des autres et qui évite à l'Afrique, encore une fois, une énième spoliation sur ses propres terres. Mais il faut que les terres aussi servent au développement, il ne faut pas garder des terres sans production pendant que, évidemment, nous pouvons faire des efforts dans le cadre du développement. Un autre sujet d'importance qui a occupé le G8 et qui traduit
une forte préoccupation de la communauté internationale face à l'ampleur que prennent les pratiques illicites de la délinquance financière internationale, comme l'évasion fiscale, le blanchiment de l'argent, les sociétés écrans, puisque finalement ce n'est pas seulement un débat africain. Les pays du Nord ont compris que devant le refus de payer les impôts dans les pays du Sud, et avec les mécanismes sophistiqués de sociétés écrans dans les paradis fiscaux, c'est tout le monde qui perd, y compris les économies de l'Ouest et des pays développés. Donc des décisions importantes ont été prises à l'occasion de ce G8 pour justement lutter contre ces fléaux et très certainement à travers des mécanismes élaborés, la communauté internationale se battra sérieusement pour échanger de plus en plus les informations concernant les usufruitiers de ces sociétés écrans qui se cachent derrière et qui sont en réalité les vrais bénéficiaires, et ce qui a contribué très lourdement à handicaper des économies africaines. C'était l'occasion pour moi aussi de revenir sur le programme du NEPAD à leur demande pour dire que nous avions là justement une réponse appropriée où le G8, le G20 et toute la communauté internationale, y compris les sociétés privées, pouvaient participer au financement du PIDA, qui est le programme d'infrastructure de l'Afrique, et sur lequel des joint ventures pourraient être développées, des partenariats publics-privés, ce qui a été bien noté. Nous sommes revenus sur le commerce équitable, la lutte contre les protections. Et dans cela, il y a protection et protection, comme je l'ai dit. L'Afrique ne peut pas ouvrir ses frontières comme ça, c'est liquider tout de suite le peu d'industrie qu'il y a dans nos pays. Tant que nous n'avons pas la mise à niveau des infrastructures, nous n'avons pas l'encadrement qu'il faut, nous ne pourrons pas suivre l'ouverture, le démantèlement de barrières douanières. Ça, c'est pas possible pour l'Afrique. Mais nous sommes ouverts, nous sommes prêts aussi à y aller, mais au rythme de l'Afrique et au rythme où iront justement la mise à niveau de nos économies et de nos infrastructures. J'ai également reçu à Londres la communauté sénégalaise, qui est une communauté tout à fait exceptionnelle, constituée de beaucoup de cadres qui évoluent aussi dans la finance. Vous savez que Londres abrite la City, qui est la zone financière par excellence. J'en ai profité pour faire un appel aux cadres de la diaspora, pour leur dire que le Sénégal a besoin de leur contribution. Il ne s'agit pas pour nous de dire venez, on vous nomme dans des fonctions gouvernementales, puisque, comme j'ai eu à le dire à Londres, le gouvernement n'a pas pour vocation de donner des emplois. Le peu d'emplois qu'il peut donner, c'est dans des secteurs traditionnels, régaliens, l'armée, la police, la gendarmerie, l'éducation et la santé, principalement. Tout le reste, c'est tellement faible. Par contre, ils peuvent, par leur connectivité, par leur expertise, par leurs relations avec les entreprises, faciliter et les aiguillonner pour les amener à investir chez nous et par ricochet, être des représentants de ces sociétés, voire travailler avec ces sociétés. Et j'ai reçu des réponses d'un certain nombre de hauts cadres qui évidemment sont tout à fait disposés à travailler dans cette voie. Nous avons aussi, dans le G8, pour terminer, insisté sur l'initiative de la transparence pour les industries extractives, lithieux, où le Sénégal a adhéré et nous avons nommé notre point focal, ce qui est un peu ce qui nous retardait. Et donc nous allons, comme tous les autres qui se sont engagés, rendre public l'ensemble des contrats miniers ou pétroliers, rendre public les ressources tirées de ces contrats. Chaque fois que les compagnies doivent payer des taxes, des redevances ou des royalties, cela doit être connu. En fait, que l'usage également soit connu, c'est devenu quasiment un impératif. Et dans les prochains mois, prochaines années, c'est sûr qu'avec les partenaires au développement, ceci sera un critère déterminant dans la coopération. Et cela constituera donc
un facteur à ne pas négliger. Le chef de l'État à son retour du sommet du G8 hier soir. Le Comité sénégalais des droits de l'homme souhaite reconquérir son statut A perdu en 2012. Pour ce faire, il organise depuis ce matin un atelier de lancement de sa réinstitutionnalisation. Une rencontre qui vise à trouver de bonnes réformes à apporter dans son fonctionnement. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre. C'est un reportage de René Massiga Diouf. Les réformes à apporter dans le fonctionnement du Comité sénégalais des droits de l'homme, c'est le sujet principal de l'atelier. Ses attributs, son budget, le mode de désignation de ses membres ou encore la possibilité d'autosaisine sont entre autres questions à mettre sur la table. L'urgence est de redresser la barre dans le but de faire retrouver à l'institution la crédibilité de son action. La promotion des droits de l'homme a toujours été une réalité au Sénégal, puisque très partagée d'abord par les autorités publiques, mais également la société civile. Le Sénégal a toujours été une référence. L'institution a été créée en 1970 par décret. Elle a été déclassifiée au statut B en 2012 par le sous-comité d'accréditation du Comité international de coordination. Depuis 2000, elle en était au statut A selon les critères du principe de Paris au nombre de 6. Le Sénégal reste tout de même un pays de droits de l'homme, une vitrine, peut-être même en Afrique. Une institution nationale des droits de l'homme, pour être conforme au principe de Paris, doit exerce la responsabilité générale de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et a la capacité d'agir indépendamment du gouvernement, y compris en se formant une opinion et en prenant des décisions sur des questions relatives aux droits de l'homme dans les limites de sa juridiction. Toutes les nations, surtout africaines, se sont engagées à respecter les droits de l'homme, au moins sur papier. La plupart d'entre elles ont ratifié plusieurs, voire toutes les principales conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme. Néanmoins, la réduction de l'écart qui sépare les engagements écrits et les actes demeure le plus grand défi qui se pose. Les organisations de droits de l'homme restent un maillon essentiel de la chaîne d'évolution positive dans l'espace public. Leur rôle est à chaque fois associé à celui de sentinelle dans un état de droit. Crédibilité, légitimité ou efficacité sont les fondements de la confiance dont elles font l'objet. Pour pouvoir continuer à se prévaloir de la reconnaissance et de la confiance dont elles font l'objet au niveau international, il est essentiel que les institutions des droits de l'homme restent crédibles, légitimes, utiles et efficaces. Pour ce faire, il est indispensable qu'elles s'assurent notamment que les principes de Paris guident leur travail. Le présent atelier a pour objectif de proposer des solutions pour faire retrouver au comité son ancien statut A, de formuler des recommandations visant à renforcer ses attributions conformément aux principes que je viens de rappeler. La mise en place des institutions nationales de défense des droits de l'homme émane du Conseil économique et social de l'ONU. Dans ce domaine, le Sénégal fait partie des pionniers sur le continent africain. Au Sénégal, le secteur de la pêche est en crise. C'est le constat fait lors du Conseil interministériel d'hier. Tous les problèmes ont été identifiés, des recommandations faites pour une gestion durable et responsable de la pêche. La rencontre a été présidée par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Compte rendu, Ibrahim Mboupa. Un conseil interministériel, plus de 4 heures de discussion à bâton rompu. Autorités gouvernementales, bailleurs de fonds, ONG, pêcheurs, mareyeurs, armateurs et industriels ont tous participé à la rencontre. Un à un, les problèmes ont été identifiés sans détour. Le secteur est en crise et s'est confronté à un réel problème de gouvernance. Nous devons nous-mêmes nous appliquer ces règles de gouvernance et de transparence. La majeure partie des organisations professionnelles aujourd'hui, ils ne respectent même pas leur statut et leur règlement. Et il y a une floraison d'associations et d'organisations. Et dans ces conditions, nous ne pourrons jamais gérer la ressource et nous ne pourrons jamais aller vers une pêche responsable et durable. Le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, pour sa part, invite l'État à protéger nos ressources halieutiques. La sonnette d'alarme est tirée, le GAIPES pointe un doigt accusateur sur les chalutiers étrangers. Ces bateaux sont des navires qui prélèvent en mer, qui font toutes leurs opérations en mer, qui n'ont absolument aucun impact sur l'économie de notre pays et qui réexportent la totalité de leur production. Je ne parle pas d'un kilo de poisson, il n'y a pas une seule écaille.
qui est à bord de ces navires, qui est débarqué effectivement au port de Dakar. Tous les points noirs soulignés par les professionnels font écho au diagnostic du ministre de la Pêche. Le document présenté par Pape Diouf lors du Conseil indique que le secteur est en crise. Maintenant, place à l'action pour aller vers des lendemains meilleurs. Nous sommes dans une démarche visant à réaliser les recommandations et les décisions qui sont prises. Il faut les rendre effectives. Le diagnostic est fait, les décisions qu'il faut mettre en œuvre, les mesures qu'il faut appliquer ont été identifiées. Désormais, il faut aller vite. Parce que malheureusement, la ressource continue de s'épuiser et ne nous attend pas. La pêche est un secteur stratégique de notre économie. C'est 600 000 emplois directs et indirects, 1,3% du produit intérieur brut en 2011, et elle contribue de façon significative à la sécurité alimentaire. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a présidé la cérémonie de décoration au Palais. 64 concitoyens civils et militaires ont été décorés dans l'ordre de commandeur, officier ou même chevalier. Abasso. Ils sont 64 personnes à recevoir les plus hautes distinctions de la République du Sénégal, des récipiendaires civils, militaires distingués après de bons et loyaux services rendus à la nation sénégalaise. Ça fait une fierté en tant que Sénégalais, je dirais, et en même temps aussi, en tant qu'auxiliaire que je suis, un serviteur qui est toujours à la disposition de sa nation. J'essaie toujours de donner le maximum de moi-même, bien que toute personne ne peut pas se dire être complet. Mais partout où le devoir m'interpelle, je suis là-bas pour essayer de le remplir et de faire le minimum que je puisse faire. Chacun se dira au fond de lui-même, le développement de ce pays dépend de moi-même. Donc, quel que soit ce qui se passe autour de moi, je dois faire mon travail, servir le pays, veiller à l'intégrité territoriale, veiller au travail bien fait et assurer un travail de qualité. Une distinction n'est jamais de trop dans une carrière professionnelle et même à la retraite. C'est un honneur qui couronne le travail, le courage et le professionnalisme. L'Ordre national est un creuset de l'excellence qui rassemble des hommes, des femmes, de grands serviteurs du pays et surtout ceux qui contribuent remarquablement à bâtir le futur. Et pour bâtir ce futur, il faut compter sur les ressources humaines des Sénégalais modernes, vertueux et glorieux. Il en existe, ces qualités citoyennes ont été louées à l'occasion de la remise de distinctions. Le département de l'économie et des finances diagnostiqué par les agents du ministère, objectif élaborer la lettre de politique sectorielle de développement. La démarche vise à améliorer les performances du secteur et à définir une nouvelle vision pour le département. Fanta Badji. Il y a quelques mois, les agents du ministère de l'économie et des finances avaient exprimé leur volonté de disposer d'un document stratégique consacré à la vision sectorielle de développement du département. Ce présent atelier s'inscrit justement dans une dynamique de mobilisation des ressources humaines pour avoir une vision commune en matière de politique de développement. De façon à obtenir les meilleurs résultats possibles sur le plan du développement en s'inscrivant dans une démarche de gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire une démarche permettant la transparence, la lisibilité et la cohérence d'ensemble des actions de notre département. Mais auparavant, le diagnostic du département est effectué, ce qui a permis aux uns et aux autres d'identifier les difficultés du secteur. L'ensemble, disons, des ateliers, ceux qui ont la bonne gouvernance, les finances, l'atelier de l'économie, ils sont tous arrivés au même diagnostic en remettant en cause la qualité des ressources humaines, il y a problème. Mais ils ont été très forts en disant que vraiment la qualité des ressources humaines laisse à désirer. Tous les services du ministère de l'économie et des finances sont mis à contribution pour l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement. Leurs échanges vont constituer la base de la stratégie qui sera mise en œuvre pour inscrire le Sénégal dans une perspective de développement durable. C'est le grand rush au centre de contrôle technique automobile depuis la semaine dernière. Pour cause, la carte grise de beaucoup d'automobilistes est arrivée à terme. Le besoin urgent de renouveler ce papier indispensable à la circulation a occasionné un débordement. Reportage de Philomène Constance Diagne.
Une longue file d'attente de véhicules jusque sur le pont de Anne. La cause n'est ni un embouteillage classique, ni un accident comme il en arrive parfois. Ces automobilistes sont juste en train d'attendre leur tour pour faire passer une visite technique à leur véhicule. Et pour ce faire, n'importe quelle heure est propice. Presque, je suis là depuis 6 heures du matin pour seulement passer notre visite technique, quoi. La voiture qui n'a pas de visite technique, bon, c'est pas sûr quoi pour y conduire ça. Hein? Si tu fais en cas d'un accident et tout ça, là, ça sera zéro. Ces conducteurs sont contraints de vivre ces rudes conditions pour pouvoir renouveler leur carte grise. Ils pensent que la situation pourrait être tout autre s'il en existait d'autres centres de contrôle technique automobile. On doit décentraliser les bureaux. Qui sera bon, un peu de facilité quoi, pour les voitures, surtout nous, les taxis. Bon, on sera ici durant toute la journée. Hein. Tu viens jusqu'au bout, après on t'a dit on s'arrête. Cette situation a affecté les usagers du centre, mais aussi ses travailleurs. De nouvelles dispositions ont été prises pour écourter l'attente des automobilistes. C'est d'augmenter le personnel d'exploitation. Donc nous sommes en train de travailler pour aller vers un élargissement des heures de service. On va peut-être commencer de 7h à 20h, c'est d'ici la fin du mois. On est en train de travailler aussi pour transformer les lignes poids lourds. Et puis nous sommes aussi en train de réfléchir sur un système de rendez-vous. Comment faire pour instaurer un système pour que l'usager puisse essayer d'appeler sur un numéro, qu'on lui fixe un rendez-vous, et puis ça va l'amener, c'est ça, à anticiper aussi sur la visite technique. En plus de ces dispositions à court terme, le ministère des Infrastructures et des Transports prévoit d'accélérer le projet de décentralisation des centres de contrôle technique automobile, un projet qui à terme pourrait éviter à certains de dormir dans un véhicule à la suite d'une longue attente. Les organisations de la société civile à l'école du journalisme citoyen, une initiative de l'Institut Panos pour la promotion de la transparence dans la gestion des budgets et des ressources publiques. Alioune Badara Kane. Ils jouent un rôle de veille important. Ces hommes de la société civile sont là pour contrôler la gestion des ressources publiques. Grâce à cette formation technique et méthode du journalisme citoyen, leur vigilance sera désormais maximale. Cette formation nous permettra de mieux nous outiller dans le renforcer le rôle des médias pour la transparence dans la gestion des ressources publiques et aussi le contrôle citoyen. Je pense qu'au sortir de cet atelier, donc nous aurons beaucoup plus d'actions à mettre et puis voilà, nous serons beaucoup plus regardants par rapport à ces faits de société. Leur capacité renforcée, les organisations de la société civile peuvent produire des contenus à l'intention des populations sur des questions de gouvernance. À cet effet, ils disposent de plusieurs outils. Nous attendons à avoir au moins 12 outils d'information créés pour valoriser un peu le travail des organisations au niveau local. Mais 12 outils qui ne seront pas créés pour le plaisir, mais qui serviront d'outils d'interpellation citoyenne, c'est-à-dire pour faire émerger les problèmes des localités, des outils de plaidoyer pour pousser les décideurs à prendre des décisions par rapport à la gestion des ressources publiques. Les participants venus de Dakar, Kédougou, Kolda, Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Ziguinchor vont réaliser durant 4 mois une série de productions multimédia diffusées et partagées dans les espaces médias sociaux. Les entreprises de presse doivent s'acquitter de leurs obligations fiscales, mais cela dans la limite de leurs moyens. C'est l'avis de Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, par ailleurs président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Il est l'invité de notre magazine hebdomadaire Le Point. Au menu ce soir, le contentieux entre le fisc et les entreprises de presse. Voici un extrait de cet entretien. Ce qu'on a fait, c'est certainement alerter l'opinion, simplement pour dire qu'il y a urgence à ce que le gouvernement et la presse puissent discuter. Est-ce qu'en le faisant, vous ne donnez pas l'impression de vous mettre un peu en dehors de lois positives du pays au regard des autres entreprises quand même qui payent leur dû au fisc sans crier gare? Non, du tout. Il faut simplement dire quand même qu'il est légitime pour tout secteur économique de demander des faveurs à la puissance publique. Il est permis à tout secteur économique de revendiquer des droits ou de revendiquer des avantages sociaux. Toutes les entreprises, je vous dis, toutes les entreprises, pas une seule exception,
qui ont reçu les mises en demeure sont allés se rapprocher du fisc. J'espère que vous l'avez fait au niveau de Avenir Communication. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. Hein? Bon, je dois dire que je touche du bois. Pour le moment, je suis encore épargné par le fisc. Je ne dis pas que je suis pas en règle. Peut-être que à chacun son tour chez le coiffeur. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien à la fin de ce journal. L'agriculture urbaine, périurbaine et changement climatique à Dakar, la question a fait l'objet d'échanges entre les différents acteurs concernés, initiés par Ingénierie Conseil pour le développement international. La rencontre vise à sensibiliser les collectivités locales, les populations et l'État sur l'importance de ce secteur dans la vie socio-économique de nos États. Compte rendu, Lamine Touré. 40 à 60% de la population de Dakar consomme les produits agricoles en provenance des Niayes. La contribution de l'agriculture urbaine et périurbaine dans l'atteinte de la sécurité alimentaire est bien réelle dans nos villes. Mais depuis quelques années, le secteur est en phase d'étouffement. C'est un secteur aussi qui est très très mal connu et qui n'est pas tout le temps suffisamment pris en charge, je dirais, que ce soit dans les politiques agricoles ou dans la planification urbaine. L'agriculture urbaine est menacée surtout par la spéculation foncière. Vous voyez, ces zones agricoles sont souvent sujettes à des agressions. À côté de ces facteurs contraignants, le phénomène du changement climatique, des défis qu'il faut relever par la mise en œuvre d'une bonne politique agricole urbaine. L'importance de l'agriculture est de contribuer à l'atténuation des effets négatifs du changement climatique dans le sens, comme je l'ai montré tout à l'heure, il faut que la planification prenne acte des espaces à vocation agricole qui aujourd'hui sont très menacés par l'avancée de l'immobilier sur ces terres, d'une part, et d'autre part par le manque de prise en compte de ces espaces, comme je l'ai qualifié de non aedificandi, qui l'ont été pendant ces 10 dernières années, mais qui aujourd'hui, ces espaces ont disparu. Ingénierie Conseil pour le développement international compte poursuivre la sensibilisation pour attirer l'attention des décideurs politiques sur l'urgence de booster le secteur agricole urbain et périurbain. Il s'agit dans cette dynamique d'amener aussi les parlementaires à prendre conscience de l'application d'un cadre juridique à la dimension de ce secteur. Et nous reparlons de coopération décentralisée. Les techniciens sénégalais de l'Office national pour l'assainissement s'inspirent de l'expérience française. Ils ont visité le centre de traitement des eaux usées de l'Eure en Haute-Normandie en compagnie d'une délégation de la mairie de Saint-Louis. Envoyés spéciaux en France, Aline Badara Gueye et Maman Moussagnan. Nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais bien dans un centre de traitement des eaux usées. La délégation sénégalaise suit une séance d'explication du processus de retrait des déchets, de la réduction des boues, du lavage des mauvaises odeurs, du séchage des boues pour les valoriser, entre autres activités. Situé à Gravigny, dans le département de l'Eure, ce centre est une référence en matière de protection de l'environnement. Le nouveau centre de traitement des eaux usées d'Évreux, c'est principalement un traitement biologique, mis à part pour le traitement de phosphore qu'on traite un traitement tertiaire, c'est-à-dire un traitement physico-chimique. Avec une capacité de gestion pour une population de 123 000 habitants, le centre préserve non seulement la rivière de la localité, mais permet aussi des économies substantielles d'énergie en produisant du biogaz brûlé et retraité. Les boues vont être traitées, ils vont être séchés un maximum dans un épaississeur et on va les passer dans un digesteur. Ce digesteur-là, on a des bactéries qui vont nous transformer, qui vont nous manger une partie de la boue et nous amener du méthane. Ce méthane-là, il va être revalorisé, c'est-à-dire qu'on va récupérer ce méthane pour produire de l'électricité. L'entretien impressionne à première vue. Le modèle est à copier de la vie de techniciens sénégalais. Donc il y a vraiment les dernières technologies en termes de traitement des eaux usées. Et ce qui est encore remarquable, il n'y a pas de nuisance ni olfactive ni sonore dans cette station. Les stations d'épuration doivent maintenant s'insérer dans les villes, dans les habitations, sans aucune nuisance olfactive ni de nuisance sonore. Le Sénégal ambitionne de mettre en place de nouvelles stations d'épuration à Mbao et sur la corniche ouest dès 2014. L'ONAS veut en faire des centres modernes adaptés aux besoins des populations.
Après 2 semaines d'après négociation, le gouvernement de transition malien et les groupes Touareg, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont trouvé un accord sous l'égide du médiateur Blaise Compaoré. Cet accord, qualifié d'avancée majeure par la France, ouvre la voie à une élection présidentielle le 28 juillet prochain. Moussa Mané. Les forces armées maliennes entameront dans les meilleurs délais un déploiement progressif dans la région de Kidal. C'est ce que stipule l'accord signé hier par le ministre de l'administration territoriale du Mali et les représentants du MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Des unités seront envoyées dans la ville du Nord. Les groupes Touareg devront cantonner leurs hommes dans les plus brefs délais. Mais le désarmement se fera dans les conditions souhaitées par le MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Toutes ces opérations seront supervisées par la future force des Nations Unies, la MINUSMA. Cet accord, qualifié par le Quai d'Orsay d'avancée majeure, devrait ouvrir la voie à la tenue le 28 juillet d'une élection présidentielle pour sortir le pays de la crise. Déjà, Paris affirme que le financement estimé à 3,25 milliards d'euros est bouclé. À l'issue de l'élection, le régime élu va entamer un dialogue inclusif impliquant non seulement le gouvernement, les groupes armés, mais aussi tous les Maliens sur les questions de fond. Cependant, à la demande des médiateurs, l'accord de Ouagadougou a prudemment occulté les mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des responsables du Mouvement national pour la libération de l'Azawad et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Retour au Sénégal, l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit a tenu ce week-end à Dakar son assemblée générale ordinaire. Après 10 ans d'existence, ce réseau investit chaque année 10 milliards de francs dans le secteur agricole, la transformation des produits locaux et le commerce. Désormais, les IMEC ont opté pour la finance rurale de proximité, nous dit Yossar. Avec environ 100 000 sociétaires, 5 milliards d'épargne et 10 milliards d'encours de crédit, l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit a atteint sa vitesse de croisière. Elle compte aujourd'hui 42 guichets répartis dans 12 régions. Sous peu, les régions de Louga et de Kaffrine seront couvertes. Nous sommes une institution qui n'a pas pour vocation de faire des bénéfices. Nous sommes une institution à mission sociale et ça c'est au bénéfice des populations qui sont vulnérables et ont des difficultés énormes sur lesquelles chacun a sa part, chacun doit contribuer pour que le Sénégal au moins puisse sortir de la pauvreté. C'est ça quoi que c'est revenu. Résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois et de revenus, l'IMSEC a définitivement opté pour une finance rurale de proximité. Nous aussi, on veille à ce que le cycle des productions, le démarrage de la campagne agricole soit très connu par nos services qui travaillent, les besoins sont identifiés 2-3 mois avant, on travaille sur ça, et que actuellement, les besoins pour la campagne agricole sont déjà entre les mains dans plusieurs zones. On a déjà identifié, c'est en train dans nos différents services à être libérés, pour que les paysans puissent dès à présent démarrer leur campagne agricole de façon précoce. L'Assemblée générale ordinaire de l'UIMSEC, qui s'est tenue ce week-end à Dakar, a décidé de faire baisser le taux d'intérêt qui sera désormais dégressif. De plus, la première pierre du futur siège du réseau a été posée au Mariste près du croisement de Cambérène. Et à partir du 16 juin, et pour 2 ans au moins et 4 ans au plus, c'est une femme, Madame Nadia Dem Sambaché, qui présidera le conseil d'administration de l'Union des IMSEC. Célébration ce mercredi de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Cette maladie sanguine héréditaire touche quelques 10% de la population sénégalaise. Plus répandue chez les Noirs, l'affection doit être traitée à vie. Les rares cas de guérison relèvent d'une greffe de moelle osseuse. Une opération impossible à réaliser sous nos cieux et qui coûte d'ailleurs 100 millions de nos francs. Oumar Diaw. Certains de ces enfants internés à l'hôpital Albert Royer souffrent de drépanocytose. Cette maladie génétique est transmise par les parents. En Afrique subsaharienne, sa prévalence est relativement élevée. Au Sénégal, elle est de 10%. Cela veut dire qu'on peut considérer qu'il y a au moins 1 200 000 transmetteurs de l'hémoglobine S dans le pays. C'est une maladie qui a une connotation raciale très importante, donc liée à la race noire. Mais on a trouvé d'authentiques
cas de drépanocytose chez des sujets de race blanche, chez lesquels on ne connaît aucun ascendant de race noire. Le diagnostic et la prise en charge nécessitent d'importants moyens techniques et humains. À titre indicatif, le coût du traitement d'une greffe de moelle est de 100 millions de francs CFA. À Dakar, le Centre national de transfusion sanguine vient de se doter d'une unité d'hématologie clinique. Elle permet de faire face à de nombreuses pathologies du sang. Principalement la drépanocytose, bien sûr, l'hémophilie, certaines autres maladies du sang comme les anémies et parfois même certains cancers du sang qu'on appelle les leucémies. En plus des équipements et d'un personnel qualifié, la prise en charge des douleurs requiert des antalgiques puissants. Cette jeune fille est en fin d'études pharmaceutiques. Elle est drépanocytaire de la forme SS. Ma maladie a été dépistée très tôt, à l'âge de 4 mois. J'ai un suivi médical, une prise en charge qui m'a surtout aidée pour vivre ma vie normalement. Déjà pour effacer le mythe comme quoi que les drépanocytaires ne vivent pas au-delà de 15 ans. Et j'ai 25 ans. Son profil signifie que ses deux parents sont porteurs du trait. Mademoiselle songe à se marier, mais pas avec n'importe qui. Drépanocytaire, s'abstenir. Dans la vie future, je compte bien me marier, avoir une famille et là je compte sur le dépistage du mari. Cette prudence n'est pas de mise pour tout le monde, mais se faire dépister est indispensable. Il y a lieu dans ce sens d'inviter tout le monde à participer à une grande campagne de sensibilisation qui nous permettra, n'est-ce pas, de dépister et de conseiller, n'est-ce pas, les sujets qui sont concernés. Aucune loi n'interdit la rencontre de deux personnes pour le meilleur et le pire. Mais lorsque deux transmetteurs se croisent, ils amplifient les risques de faire des enfants condamnés s'ils ne sont pas correctement pris en charge. Entre la raison et le cœur, qui écouter? Voilà qui nous amène à parler de la 13e édition des journées médicales de Pout. Plus de 1000 personnes ont été consultées ce week-end. L'initiative est du comité de rénovation de Pout en partenariat avec l'association des cardiologues du Sénégal. Mansour Sow. L'école Pout, un point de convergence des populations de Pout et environ. Elles sont venues pour se faire consulter à l'occasion de la journée médicale du comité de rénovation de la localité. Cette journée, nous l'organisons pour soulager nos compatriotes, les populations de Pout et des localités environnantes. Aujourd'hui, nous essayons de rapprocher les experts en médecine, les spécialités, avec nos populations pour arriver à notre manière à les assister. Cette 13e édition dédiée à Minusou Fils du terroir, Feu Alioune Badara Diagne, a permis à plus de 1000 personnes de bénéficier de soins gratuits. Ces journées donc, vont participer à la décentralisation des soins de santé. Les spécialistes reviennent vers les populations, c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus facile. En dehors de la consultation et de dons de médicaments, il y a aussi des activités de dépistage des maladies et pour pouvoir mettre les patients qui sont dépistés sur des pistes de prise en charge, surtout pour les maladies chroniques. Ne pas faire de dépistage, c'est se suicider. À chaque fois que je tombe sur de pareilles occasions, j'en profite pour me faire dépister. De la médecine générale en passant par la cardiologie à la chirurgie dentaire. Bref, toutes les spécialités étaient là, au grand bonheur de la population de Pout. Canel a renoué avec l'ambiance des grands jours. Malgré la chaleur, la fête de l'excellence organisée en l'honneur des meilleurs élèves a réuni les populations venues de toute la région. Les lauréats ont reçu des prix offerts par le parrain Harouna Dia. Le thème de cette édition, civisme et citoyenneté. Oumou Kalsoum Sall. Ces prix couronnent des efforts consentis pendant l'année scolaire 2012-2013. Canel sacrifie à la tradition, enseignants et élèves sont primés. Je suis vraiment très content parce que j'ai gagné le vélo. Je travaille très dur. Je remercie mes parents et mon maître parce qu'ils m'ont soutenu. Pour cette fête de l'excellence, c'est un fils de la région qui a été choisi comme parrain. Harouna Dia a donné un exemple pour son parcours élogieux, a envoyé un message aux lauréats et à leurs maîtres. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'organisation syndicale. Il y a un temps pour des revendications. Mais il y a un temps aussi où je pense que l'intérêt d'abord de l'apprenant doit être pris en compte et mis en avant. Ces lauréats, nous leur disons, travaillez beaucoup, travaillez plus,
et mieux. Ce rendez-vous de l'excellence a été un moment d'échange sur des thèmes d'actualité que sont le civisme et la citoyenneté. Leur présence dans les programmes scolaires est d'autant plus importante que ces élèves sont à l'étape de façonnement. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre notre instruction à l'endroit de tous les directeurs d'école à réhabiliter le drapeau national pour que chaque matin ou chaque semaine, les enseignants débutent par la levée des couleurs. Il faut être un bon citoyen et servir d'exemple pour former de bons citoyens. Chose pas tout aisée, et quand on conclut que, je cite, l'éducation est le plus grand et le plus difficile problème posé à l'homme. Il est donc impératif, comme vous l'aviez bien souligné, monsieur l'inspecteur, que les enseignants soient bien formés. Parmi les lauréats de cette édition, on compte beaucoup de filles. Un succès si on sait que dans cette partie du Sénégal, la scolarisation des filles demeure encore un combat pour les autorités et les communautés. Ici à Dakar, la commune de Dalifort a fêté ses meilleurs élèves. L'initiative est du député Awagnan. C'est dans le cadre de la semaine de l'enfant africain. Occasion saisie pour lancer un appel pour la construction du lycée à Dalifort. Philomène Constance Diagne. Pour célébrer la semaine de l'enfant africain, Dalifort, par le biais du député Awagnan, a distingué ses élèves. Les 5 meilleurs de chaque classe de la commune ont été récompensés en matériel didactique, un geste du cœur du deuxième questeur de l'Assemblée nationale qui matérialise aussi son engagement pour la réussite et le bien-être des enfants. C'est une initiative dans le cadre de la politique sociale. En tant que député, donc je tenais à faire ça aujourd'hui. Je tenais vraiment à faire appel aux autorités de venir en aide aux élèves qui sont dans cette commune. Parce que je peux dire que dans toute cette commune, il n'y a que 2 écoles primaires. Et vu que vraiment il y a autant d'élèves que d'écoles, on lance un appel aux autorités de venir en aide à la population de Dalifort. Les différents orateurs ont tous salué l'initiative du parlementaire. Awagnan a saisi l'opportunité pour réclamer un lycée pour la commune de Dalifort. Participer à l'effort de développement de l'Afrique par la culture, promouvoir la paix entre les peuples, c'est l'ambition de la convergence culturelle des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement des activités a eu lieu en présence du ministre de la Famille, compte rendu Moussa Mané. Elles sont venues de tous les coins du pays, mais aussi de la sous-région, pour assister au lancement de leur mouvement. La convergence culturelle des femmes de l'Afrique de l'Ouest est un espace de dialogue et de promotion des actions menées par ces dernières. La convergence est une nouvelle clé de la transformation économique de l'Afrique par le sort intemporel et indélébiles de son impact culturel sur les populations. Pour lutter et réduire la pauvreté, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre les inégalités de revenus. Par la culture pour contribuer au développement économique et social de nos États, mais aussi promouvoir la paix. Ce sont là les défis de la convergence culturelle des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Il est certain que nous ne pouvons pas mettre en place des politiques agiles de développement sans des populations qui les soutiennent à la base. En rassemblant dans cette salle les 30 ethnies du Sénégal, représentées par les présidents des associations de langue, nous avons ici le Sénégal en miniature. Nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État, son Excellence, M. Moussa. Dans la mise en œuvre de son programme, Le chemin est long, mais les femmes sont déterminées. Déjà, des activités culturelles sont en vue. D'ailleurs, durant cette rencontre, plusieurs démonstrations de danse ont tenu en haleine le public.
Et nous en venons à la page sportive de ce journal. Les Sénégalais ont suivi en direct dimanche dernier le match Libéria-Sénégal sur RTS1. La chaîne publique a sorti les gros moyens avec un budget conséquent. Plus de 150 millions de francs pour la logistique et l'acquisition des droits télévisuels de cette rencontre. La RTS, dans l'exécution de cette mission de service public, a été accompagnée par l'État du Sénégal. Dahaba. La couverture de matchs de football se veut toujours une grande production. Cela a été encore le cas à Monrovia entre le Libéria et le Sénégal. Fidèle à sa mission de service public, la RTS a déployé sur le terrain plusieurs de ses agents. Un déploiement lié au contexte libérien. On était dans une situation où le pays d'accueil ne disposait pas d'un appareil productif TV qui lui permettent d'assurer une retransmission en direct du match Libéria-Sénégal conformément aux normes standards de diffusion et de retransmission. C'est un pays dont la télévision n'est pas suffisamment outillée, n'est-ce pas, de matériel qui permette justement de répondre à ces normes. Alors, le seul choix qui nous restait, c'était de pouvoir compter sur nos propres forces, sur notre propre outillage, étant entendu que c'est le Sénégal qui jouait. De production de cette dimension, la RTS en a certes l'habitude et l'expérience, mais s'y porte difficilement les frais y afférents, surtout lorsqu'il s'agit de déployer la logistique. 25 tonnes de matériel, ce n'était pas évident d'utiliser les lignes commerciales. Donc on a sollicité le président de la République qui a donné les instructions nécessaires pour qu'on soit pris en compte en priorité. Parce que l'avion de l'armée est souvent sollicité et ça a permis de transporter les 25 tonnes de matériel et toute l'équipe technique, un peu moins de 30 personnes. Parce qu'on prenait la place de la télévision libérienne en territoire libérien. Pour la RTS, c'est assez particulier parce que nous avons en tout cas un long partenariat et dans la plupart des grands événements, nous collaborons avec eux pour permettre aux Sénégalais de vivre en tout cas les moments les plus importants de leur nation. Aux frais logistiques s'ajoutent les droits de retransmission. Dans le cas du match Libéria-Sénégal, en plus des frais de production, la RTS a dû payer les droits à une structure, fut-elle partenaire. C'est environ 62 millions de francs CFA. Et cet argent n'ayant pas été budgétisé par la RTS, nous avons également saisi la plus haute autorité de l'État qui a donné les instructions nécessaires pour que cet argent soit mobilisé, de même que les frais de restauration et d'hébergement. Donc ça fait au total quelque chose d'environ 150 millions. Aussi, selon la direction générale, partout où seront les lions, la RTS y sera. L'enjeu en vaut le coup. Il s'agit d'accompagner les Lions sur la route du mondial au Brésil. Il est clair que dans notre mission de service public pour ces événements d'envergure nationale, forcément, nous devons jouer notre partition et je pense que l'État, encore une fois, dans cette aventure-là, va nous accompagner. Les mêmes dispositifs déployés à Conakry et à Monrovia vont être dans 2 mois reconduits pour le match ô combien décisif Sénégal-Ouganda, au plus grand bonheur du public sénégalais qui n'attend qu'une qualification au tour final. Nous étions une vingtaine. Coup de chapeau à nos techniciens. La cérémonie de lancement des travaux d'engazonnement du stade Amadou Barry de Guédiawaye s'est déroulée aujourd'hui. Les travaux vont coûter plus de 500 millions de francs et vont durer 6 mois. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives et locales, mais aussi du mouvement sportif du département de Guédiawaye. Le point avec Abdoul Aziz Ban. C'est le ministre des Sports Mbagnick Ndiaye qui donne les premiers coups de pioche pour le lancement des travaux. Le stade Amadou Barry va être doté d'une pelouse en gazon synthétique. Nous avions à son temps crié sur tous les toits pour que Amadou Barry soit réfectionné, pour que Amadou Barry puisse disposer d'un gazon synthétique. En son temps, l'initiative était là, mais les moyens n'étaient pas disponibles. 516 millions de francs CFA pour refaire Amadou Barry. Merci, monsieur le ministre. Dans un programme global. Pour le moment, sur les marchés de base, on va exécuter la couche de fondation, l'assainissement qui draine l'eau
pluviale vers les stations de Pompas, la poste de gazon synthétique. Quand on a fini ça, on va attaquer par Havana la réfection de turbines et de vestiaires pour rendre le stade neuf. Les travaux d'engazonnement réclamés depuis très longtemps par le mouvement sportif de Guédiawaye font partie d'un programme de réfection des stades. Le travail du gouvernement en ce sens est magnifié. Nous voudrions que vous soyez notre interprète auprès du président Macky Sall pour lui manifester toute notre satisfaction, toute notre gratitude et dire au nom des populations de Guédiawaye, au nom du conseil municipal de la ville de Guédiawaye, que nous sommes à ses côtés. Dans la nouvelle politique, les infrastructures constituent l'un des piliers forts. C'est pourquoi il a pris la décision de faire en sorte que le budget d'investissement soit porté à 1% du budget national. À travers ces efforts, nous allons faire en sorte que Guédiawaye, que Pikine, mais également que les autres villes du Sénégal puissent avoir des infrastructures dignes du sport sénégalais. Il faudra 6 mois pour la fin de tous les travaux. Durant cette période, le stade Amadou Barry de Guédiawaye sera fermé au public. Et on termine par la lutte sénégalaise. Eumeu Sène affiche la confiance à quelques jours de son combat du 30 juin. Seule la victoire compte, déclare le chef de file de l'écurie Taïchinger. Notre reporter s'est rendu à l'open press au fief de celui qui devra confirmer face à Modulo et espère disputer à Balagay le titre de roi des arènes. Le lutteur de Pikine a communié avec ses supporters et dit être au top. Ibrahim Ndong. Le terrain Diamolo de Pikine, transformé en centre d'entraînement le temps d'un après-midi. Eumeu Sène et compagnie ont investi les lieux pour gratifier leurs supporters d'une séance de démonstration. Devant son public, le chef de file de l'écurie Taïchinger affiche la confiance. L'essentiel a été déjà fait. Nous n'attendons que le 30 juin pour appliquer. Il ne reste que de petits réglages et même si le combat était prévu pour demain, nous sommes prêts à en découdre. Je ne sous-estime pas mon adversaire, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je n'ai aucune pression et je suis vraiment confiant. Cette open press a enregistré la présence d'un invité de marque, Boy Niang, l'ambassadeur de la non-violence dans l'arène. Chez Eumeu Sène, on sait aussi compter sur des supporters motivés. Le compte à rebours est donc enclenché. Seuls quelques jours nous séparent du jour J. En attendant, les supporters peuvent se contenter de cet instant de communion avec leur idole. Voilà, c'était l'actualité au Sénégal et dans le monde. Merci d'avoir été en notre compagnie. À demain 20h. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième journée du Salon international du bâtiment. Alors aujourd'hui, il y avait un panel sur la sécurité dans le bâtiment où il y avait la participation de l'Ordre des architectes du Sénégal qui est revenu sur la pathologie du bâtiment. Nous avons eu aussi les conseillers techniques qui sont revenus aussi sur la prévention au niveau des effondrements. Alors nous allons suivre ensemble quelques grandes lignes de ce panel. La complexité du bâtiment, c'est d'abord de considérer qu'un bâtiment est dans un système intégré, à savoir l'environnement dans lequel